Bonjour à tous et bienvenue dans Jusqu'à nouvel ordre pour explorer notre rapport au monde. Dans ce podcast, mes invités ouvrent le champ des possibles en nous aidant à comprendre les mécanismes de l'ordre établi et ainsi à clarifier les enjeux de place, de rôle et de pouvoir dans nos différentes sphères de vie. Pourquoi se laisse-t-on assigner à une place ? Que nous enseigne l'histoire à ce sujet ? Par quel stade sont passés ceux qui ont questionné un ordre établi qui les ralentissait ? Je suis Laurence Bally, initiatrice du projet Conscience et Progrès qui regroupe ce podcast, mais aussi des ateliers et du coaching individuel pour clarifier son rapport à l'obéissance et à l'ordre établi. Convaincue que seule la connaissance et la conscience permettent une véritable liberté de choix, je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode avec des personnalités éclairantes. Pour être informé de la publication de Jusqu'à nouvel ordre, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Alors que certains voient dans l'euthanasie une extension naturelle du droit à l'autonomie individuelle, d'autres y voient une menace pour les valeurs et les normes fondamentales qui sous-tendent notre société, une menace donc à l'ordre établi. Comment évolue notre rapport à cet ordre établi et quelle place voulons-nous avoir dans la décision d'autoriser ou non l'euthanasie, ainsi que dans le choix de notre propre mort? Et que révèle la situation actuelle de la maturité de notre société? Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Jean-Luc Romero-Michel, président d'honneur de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui milite pour que chaque Français puisse choisir les conditions de sa propre fin de vie. Il est également l'auteur de plusieurs livres sur le sujet, dont le dernier, Le Serment de Berne, de la mort solitaire à la mort solidaire. Nous allons donc aujourd'hui essayer de mettre les choses en perspective. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors, je vous le disais avant de démarrer l'interview, votre livre m'a beaucoup ému. Les exemples de fin de vie que vous décrivez sont tous plus bouleversants les uns que les autres. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, ce sont ces allers-retours justement entre l'intime à travers ces exemples et une réflexion sociétale. Donc, on va essayer de regarder tout ça, peut-être en repartant un petit peu en arrière. Les associations pour une fin de vie libre et choisie ont commencé à se développer au début des années 80 à travers le monde. Quelles ont été les grandes évolutions en France? Alors, les principales, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de rebonds, mais voilà, peut-être si vous pouviez nous préciser ces évolutions. Alors c'est vrai que ces associations sont nées à peu près partout dans le monde dans les années 80 et donc l'association française l'a été et puis se sont particulièrement développées avec le début du sida. Ça peut paraître paradoxal, mais au moment où justement il n'y avait pas de traitement, une maladie qui était assez médiatisée et où on voyait des personnes jeunes mourir dans des conditions incroyables, il y a eu une espèce de prise de conscience que nous allions tous mourir, c'était une chose, mais qu'on n'était pas obligé de mourir dans la souffrance. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, et je le raconte dans mon livre, dès 1983, les malades du sida se réunissaient à Denver et ils faisaient une déclaration. Le premier point, c'était nous voulons être des actrices et des acteurs de la santé, posant ainsi les bases de la démocratie sanitaire, qui est importante dans ce combat. Et le dernier point, c'était nous voulons choisir notre fin de vie, nous voulons mourir dans la dignité. Et donc, bien les associations, à partir de ce moment-là, se sont développées un peu partout avec cette idée qu'il n'y avait pas de fatalité à ne pas contrôler sa fin de vie, à toujours s'en remettre aux gens qui étaient autour du lit, si je puis le dire, et notamment aux soignants. Et donc, c'est créé un mouvement dans le monde qui a abouti à la première des choses, qui a été la démocratie sanitaire, c'est-à-dire de comprendre que dans le système de santé, il y a des soignants qui ont une part importante, c'est eux qui sont les sachants, mais que de l'autre côté, il y a des personnes qui sont certes ce qu'on appelait à l'époque les patients, mais qui ont voulu devenir les actrices et les acteurs de leur propre santé. Et ça a fait des législations un peu partout. On a commencé à considérer enfin les personnes à la fois dans leurs soins en général, dans les décisions sur les traitements qu'on pouvait leur dire, et de plus en plus évidemment sur la question de la fin de vie qui c'est vrai, de plus en plus imposée et que la lutte contre le sida a aidé à s'imposer parce que on était face à des personnes qui n'avaient pas de solution et à qui disaient mais moi je vois pas pourquoi on me forcerait à vivre jusque la dernière des secondes. Et donc ça a été le premier point, la démocratie sanitaire. Et puis peu à peu,
et ça s'est fait, disons, il y a 20 ans, 25 ans, des affaires ont commencé à émouvoir les populations, et particulièrement en France. En France, la grande affaire qui a changé beaucoup de choses, ça a été l'affaire de Vincent Imbert, ce jeune garçon qui demandait à sa maman de l'aider. Il était emprisonné dans son corps. Il arrivait encore comment dire, à communiquer avec un doigt. Et donc, en communiquant avec ce doigt, il a demandé à sa maman de l'aider. Et sa maman a essayé de le faire, ce qui n'a pas été simple au début, parce que comme elle disait, moi je t'ai donné la vie, ce n'est pas pour te la reprendre. Mais comme elle voyait que son fils souffrait énormément, elle a voulu l'aider. Elle n'y a pas réussi, mais c'est un médecin a fait ce que demandait son fils. Et c'est une affaire qui a bouleversé le pays, et qui a fait qu'à partir de ce moment-là, on s'est bien rendu compte qu'on ne pouvait pas rester comment dire, dans la toute-puissance quelque part des soignants qui n'en demandaient pour la plupart quand même pas autant, et qu'il fallait donc légiférer pour donner des droits. Et c'est ainsi qu'est née en France, en tout cas, la première loi, qui est ce qu'on a appelé la première loi Leonetti, la loi de 2005. Et puis d'autres vont suivre. Oui. Comment les citoyens ont-ils évolué sur le sujet depuis les années 80? Alors, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une double évolution. D'abord, le rapport à la mort a beaucoup changé, parce qu'avant, on voyait, hein, je le raconte dans le livre, moi, quand j'avais 14 ans, que mon père est mort, il est resté 3 jours à la maison. Aujourd'hui, c'est des choses totalement exceptionnelles. C'est-à-dire qu'en général, d'abord, 70% des gens meurent à l'hôpital ou en institution, et la plupart des gens meurent seuls. Et leurs proches, souvent, ne les voient même pas. C'est-à-dire que la plupart des gens ne souhaitent plus voir leur mort, et que donc la mort, c'est devenu en plus quelque chose de pas réel pour plein de gens, et très tardivement d'ailleurs dans la vie. Moi, j'ai des amis qui ont mon âge qui n'ont jamais vu un mort. Et ça, c'est quelque chose qui, il y a 30 ans, 35 ans, n'était pas possible, puisqu'on mourait beaucoup chez nous, entouré des nôtres, et que même les enfants voyaient des morts. Et puis dans le même temps, il y a eu comment dire, l'espérance de vie qui a considérablement augmenté, et qui a fait que, avant des morts qui étaient très rapides, notamment de graves maladies, etc., sont devenues beaucoup plus longues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on apprend un cancer, on meurt bon, rarement. Il y a encore des cas comme ça, mais souvent ça va durer des années. Et heureusement, il y a un certain nombre de cancers dont on guérit. Mais en même temps, en vieillissant de plus en plus vieux, des gens qui ont atteint les 70 ans avaient encore des parents de 90, 95 ans, et ils ont parfois vu leurs parents mourir dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc, ça a donné dans cette génération des 60, 70 ans une conscience de ce qu'ils pouvaient souhaiter pour leur mort, parce que ils ont vu que c'était formidable quand on vivait beaucoup plus vieux dans de bonnes conditions, mais que c'était terrible quand quand on avait des polypathologies, quand on devenait complètement handicapé, et que là, ils voyaient chez certains de leurs parents non seulement des douleurs physiques, mais surtout des souffrances psychologiques de se voir de cette manière diminuer. Et donc, je pense que la prise de conscience a été aidée par la longueur de cette espérance de vie, puisque beaucoup d'entre nous ont vu voilà, des anciens mourir à petit feu, ce qui n'était pas du tout le cas avant, puisqu'on mourait extrêmement rapidement. Oui. Et maintenant, on a une grosse proportion, je crois, de la population qui est favorable à l'euthanasie, hein. Alors aujourd'hui, tous les sondages donnent 9 Français sur 10. Le dernier est à 94%, le dernier de l'IFOP. Alors aussi parce que les gens qui ont vu des proches mourir dans des conditions difficiles se sont dit, moi, je veux pas mourir comme ça. Et donc, c'est pas parce que les gens sont devenus des militants de l'euthanasie, pas du tout. C'est que les gens se sont dit, moi, je veux avoir tous les choix. J'ai peut-être vu un de mes parents, ou même parfois, malheureusement, dans des drames, un de mes enfants mourir dans des souffrances terribles. Je ne veux pas vivre ça. Et donc, eh bien, on sait que l'immense majorité des situations peuvent être résolues dans le cadre des soins palliatifs, mais on sait aussi que les soins palliatifs ne résolvent pas toutes les situations. Et les gens l'ont constaté. Et donc, c'est pour ça que aujourd'hui, les Français veulent en fait avoir tous les choix.
C'est-à-dire qu'ils sont dans le doute, les Français, hein, parce que personne ne peut avoir enfin, ne peut dire ce que nous réserve la suite, à part quand on décide de se suicider, mais autrement, on n'en sait rien. On ne sait pas quand un accident, enfin, tout cela n'est pas prévisible, mais les gens veulent avoir tous les choix. Et je pense que c'est pour ça que cette idée d'avoir une aide active à mourir est aujourd'hui si populaire dans nos sociétés, puisque dans toutes les sociétés occidentales. Aujourd'hui, tous les sondages, que vous soyez en Angleterre, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Australie, que vous soyez au Japon, que vous soyez dans tous les pays européens, c'est entre 80 et 90% des gens qui souhaitent avoir cette opportunité et ce choix. Ouais, ce qui est énorme. Alors pourquoi une telle résistance des politiques? Est-ce purement idéologique selon vous? Alors, c'est une résistance qu'on avait déjà connue sur une autre question qui affecte le corps, qui était la question de l'IVG, puisque on a eu on a aujourd'hui les mêmes adversaires que celles et ceux qui se sont opposés à l'IVG, c'est-à-dire les grands médecins, le corps médical, et puis de l'autre côté, les responsables des religions. Bah, on se rend compte qu'ils ont un pouvoir très important, même et notamment dans un pays comme la France laïque, parce qu'aujourd'hui, tous les pays qui nous entourent ont adopté une loi, que ce soit les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, enfin, ou si ce n'est pas des lois, en tout cas, ont la possibilité d'avoir le suicide assisté, par exemple, pour la Suisse. Et paradoxalement, l'Italie, qui n'a pas de loi, a quand même eu une décision de leur tribunal constitutionnel qui reconnaît le suicide assisté. Et il y a eu récemment 2 suicides assistés comment dire, en Italie, dans Italie. le pays du Vatican, ce qui pouvait paraître étonnant. Et puis bah, l'Espagne, le Portugal, pays aussi où la religion a une grande importance et qui ont eu des lois sans grand drame. Même au Portugal, où le Parlement l'a voté à plusieurs reprises, que le président s'est opposé à la loi en l'envoyant devant le tribunal constitutionnel plusieurs fois, mais cette loi a fini par être adoptée sans qu'il y ait d'émeutes comment dire, dans notre pays. Nous, on a un système de santé qui est très particulier, c'est-à-dire avec une toute puissance de ce qu'on appelle les mandarins, ces grands professeurs, ces grands chefs de service, et qui jusqu'à présent ont résisté, et qui ont été celles et ceux qui, quels que soient les pouvoirs de droite et de gauche, ont été les conseillers santé de tous nos présidents de la République. Et on le voit, celui qui notamment a fait 3 lois Leonetti, il y en a eu 3, on oublie toujours qu'il y en a eu une au milieu en 2010, avant celle de 2016, et après celle de 2005, c'était un médecin. La plupart des rapports l'ont été par des médecins. Et il a fallu ces dernières années qu'il y ait tellement d'affaires pour que, à un moment, quand même, les politiques se rendent compte que c'était pas juste une affaire médicale, que la médecine ne pouvait pas résoudre toutes les solutions, que les soins palliatifs étaient fantastiques, qu'il fallait qu'il y en ait un maximum, mais qu'il y avait 3 ou 4% des cas qui soit avaient des douleurs physiques qu'on ne pouvait pas soulager. C'est le cas d'Alain Koch que j'ai accompagné en Suisse. Hein, je le raconte, Alain Koch, là en France, on n'avait aucune réponse à lui donner. Donc c'est pas. Et donc tout cela a fait que les politiques ont commencé quand même à comprendre qu'on ne pouvait pas que médicaliser la mort, que c'était aussi une affaire citoyenne et qu'il n'y avait pas un principe supérieur dans une république laïque qui vous oblige à mourir le plus tard possible et notamment dans la souffrance. Et puis, le deuxième lobby, qui est quand même très puissant, qui est celui des responsables religieux. Il faut quand même savoir que ces dernières semaines, le président a vu 2 fois en un mois et demi les responsables religieux pour leur parler de la question de l'euthanasie, dont on sait très bien que les responsables ne changeront pas d'avis, mais qui se retrouvent quand même dans quelque chose d'assez paradoxal, puisque les sondages le montrent, la majorité des croyants, quelle que soit votre religion, y sont favorables. La Croix avait été très honnête il y a quelques années en publiant un premier sondage de l'IFOP qui donnait 72% des catholiques pratiquants favorables et 90% des non-pratiquants. Et récemment, il y a eu un nouveau sondage de l'IFOP sur toutes les religions qui a montré une augmentation encore chez les catholiques, puisque chez les pratiquants, on est aujourd'hui à près de 80% des pratiquants qui sont favorables à une loi comme celle-là. Et la religion qui est le moins favorable, c'est les fidèles musulmans, mais qui sont quand même à plus de 70%. Et il y a quand même très très peu de causes où les Français sont à des sommets comme cela. Donc on voit bien que ces 2 lobbies aujourd'hui qui ont quand même pesé lourdement dans la vie politique française, aujourd'hui bah, les politiques se sont quand même rendus compte qu'ils étaient quand même à la fois décalés de la réalité, parce que même ces grands mandarins sont plus en adéquation avec les médecins de terrain.
les dernières études montrent que 70% des soignants et 60% des médecins sont favorables à une loi qui permette l'aide active à mourir. Et puis de l'autre côté, on s'est aperçu que les responsables religieux avaient un discours certes très fort, qu'ils ont le droit d'avoir d'ailleurs, on est dans une république, ils ont le droit de le porter, mais qui en tout cas qui n'est même pas suivi par leurs propres fidèles. Ouais. Et donc, au final, notre mort ne nous appartient pas. On a le sentiment d'être assigné un peu à une place d'enfant irresponsable, en fait, hein, avec d'autres qui doivent décider à notre place. Bah, certains disent encore que le corps des femmes ne leur appartient pas. On a entendu pendant la constitutionnalisation de l'avortement, on a vu que les mouvements très conservateurs disent toujours la même chose et estiment que voilà. Et pour eux, évidemment, la mort ne nous appartient pas puisqu'elle appartient à Dieu. Et ils ont le droit de le penser. Ce qui est problématique dans une république laïque, c'est que ces gens-là ont quand même réussi à confisquer des droits pendant des années et que là, peut-être, les choses vont évoluer dans les semaines qui viennent Mhm. avec la proposition du président de la République. Alors justement, dans le prolongement de la Convention citoyenne sur la fin de vie, le chef de l'État s'est prononcé en faveur d'une aide à mourir assortie de conditions strictes, notamment l'aval d'un collège de médecins pour chacune des situations. Est-ce que c'est une avancée pour vous? Alors, c'est vrai que les premières déclarations du président étaient extrêmement surprenantes. Heureusement, le texte qui vient de nous arriver ne correspond pas à ce qu'il a dit. Vous venez de l'évoquer. Il parlait d'un collège de médecins, c'est-à-dire qu'il posait des conditions, ce qui est partout pareil, hein, il y a des conditions, même si dans les siennes, plusieurs sont très contestables, mais en Belgique, il y a évidemment des conditions. Mais le médecin, il intervient juste pour vérifier si la personne est dans les conditions de la loi et notamment si c'est évidemment sa volonté, que si elle n'est pas influencée, etc. Et ça, ce qui est évidemment important, de recueillir le vrai consentement de la personne. Sauf qu'avec la première proposition du président, malgré que toutes ces conditions soient réunies, il y avait un collège de médecins qui aurait décidé si vous aviez le droit ou pas le droit. Donc une injustice incroyable parce que selon l'endroit où vous habitiez, vous aurez eu des collèges qui auraient dit oui, d'autres qui auraient dit non. Donc le président avait anticiper les réponses des journalistes en disant bah, s'il dit non, ce premier collège, il pourra aller en voir un deuxième, et puis s'il dit encore non, il pourra aller en justice. Bah, on imagine, on sait quand même que ces choses se font quand même dans les derniers moments de la vie, que les gens ils ont autre chose à faire que d'aller voir 36 collèges qui vont décider pour des raisons dont on ne comprend pas, qui n'auront plus d'objectivité puisque les conditions sont remplies. Et donc pourquoi donner comment dire un tel pouvoir à comment dire à ces médecins, ça paraît totalement absurde. Et donc, à tel point que le projet de loi, aujourd'hui, ne parle plus de collège, mais d'un médecin qui déciderait, si les conditions sont réunies. Donc, on se rapproche beaucoup plus des autres modèles, même si on voit bien qu'il y a quand même un pouvoir très fort du premier médecin qui sera consulté. Mais je pense que le débat parlementaire va arranger les choses parce qu'il est clair que la première proposition du président était totalement inapplicable et qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il faut améliorer à la fois les conditions qu'il pose, puisque les conditions du président sont très limitatives et font que ça servirait, alors ce sera déjà bien pour eux, mais juste à des gens qui sont vraiment à l'agonie, pour des cancéreux à l'agonie. Et on sait que ça va exclure des tas de malades, et je pense notamment aux malades de Charcot. Mm, oui, oui. Emmanuel Macron a également souligné que ce n'était ni un droit ni une liberté. Alors, je ne sais pas s'il est revenu depuis dessus. Comment vous-même vous réagissez à ces propos? Alors écoutez, moi je pense qu'il est dans le en même temps, parce que ça veut strictement rien dire, puisque à partir du moment où on donne cette aide à mourir, c'est comme quand on a accordé aux femmes la possibilité d'avorter. C'est un droit, une liberté qu'on leur donne, évidemment à elles de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. C'est pas une obligation. Et là, c'est la même chose. Donc là, moi j'avoue que je suis resté un peu pantois. Je pense qu'il a voulu faire plaisir, comme il faisait une interview croisée entre Libé et la Croix. Il a voulu faire plaisir à la Croix en leur disant ça, en disant d'ailleurs ce que je propose, c'est ni l'euthanasie ni le suicide assisté. Mais dans les modalités, ce sera et le suicide assisté et l'euthanasie, puisque pour les personnes qui peuvent, et il faudra évidemment élargir ça parce que ce serait vraiment extrêmement limité, c'est elles qui prendront le produit, ça s'appelle le suicide assisté. Et pour celles qui ne pourront pas, ce sera une personne, un soignant ou une autre personne, a-t-il dit, qui aidera la personne. Bah, ça s'appelle de l'euthanasie. Donc, je pense qu'il a beaucoup joué sur les mots, que dans la réalité, ce sera réellement un droit et une liberté nouvelle qu'on donne aux gens. Et c'est très bien, parce que je le redis, c'est permettre aux gens de décider de leur mort, d'éteindre la lumière, de choisir le moment et la manière de mourir. Et ça s'appelle un droit et ça s'appelle une liberté. Néanmoins.
Ouais. Au vu de ce que vous décrivez, moi j'ai en écho deux visions de l'éthique qui avaient été théorisées par Max Weber, hein. Une éthique de la conviction, c'est-à-dire la conviction est centrale et quel que soit le contexte, en fait, c'est la conviction qui guide, là en l'occurrence la sacralité de la vie, et puis une éthique de la responsabilité qui va plus s'intéresser justement aux conséquences et donc qui va être beaucoup plus pragmatique. Et donc ça donne le sentiment qu'effectivement Emmanuel Macron navigue un peu peut-être entre les deux. En tous les cas, l'éthique de conviction confine davantage à l'ordre établi, puisque par nature, en fait, la conviction ne se questionne pas, et donc la situation n'évolue pas. Ouais. Oui, puis il a eu beaucoup de mal, on le voit, mais ne serait-ce que sur un certain nombre de questions qui sont compliquées. Il y a, voilà, sur la question de la dignité, il y a évidemment celles et ceux qui disent que l'être humain est digne par lui-même et qu'il l'est toujours. Et puis, il y a d'autres, et j'en fais partie, qui disent oui, oui, mais en même temps, nous pouvons juger nous-mêmes de Mm. notre propre dignité et estimer qu'à un moment, voilà, nous ne souhaitons pas continuer parce que nous n'avons pas envie d'être vus dans une certaine situation par nos proches et que ça, c'est une conviction personnelle. C'est pas le regard des autres là, c'est nous qui n'avons pas envie. C'est un choix personnel. Et donc voilà, on pourra avoir de toute façon plein de débats philosophiques autour de tout ça. La seule chose aujourd'hui, c'est, je pense tout simplement, c'est de permettre aux gens d'avoir ce choix parce que si on sait tous qu'on va mourir, enfin tout le monde ne le sait pas malheureusement dans cette société, vu que la mort est souvent éloignée, mais en tout cas cette mort va venir, il est quand même très logique que on puisse au moins choisir les conditions de sa fin de vie et en tout cas de ne pas être obligé de vivre des étapes douloureuses. Euh, Personne, même si à une époque les religions voulaient même que les femmes accouchent dans la douleur, voilà, c'est d'ailleurs toujours amusant parce que ces prescriptions étaient quand même faites par des hommes qui leur disaient vous allez accoucher dans la douleur. Absolument. Là, aujourd'hui, des gens qui n'ont pas de convictions religieuses, et d'ailleurs, on pourrait entrer dans les religions, je ne suis pas persuadé que les religions vous obligent à spécialement mourir dans la douleur. C'est pas parce que dans la religion catholique, un Christ est mort, a donné sa vie et a souffert pour les autres que tous les autres qui ne sont pas le Christ sont obligés de le faire. Et en plus, dans les religions, la vie c'est un don. Donc un don, c'est un cadeau. Donc c'est chacun qui en fait ce qu'il veut après d'un cadeau, hein. Sinon, c'est pas un cadeau et c'est pas un don. Mm, mm. Enfin, ça reste quand même le législateur qui va décider si l'euthanasie, effectivement, peut être envisagée ou pas. Qu'est-ce que cela dit, selon vous, de la maturité politique de notre pays, de ceux qui nous gouvernent, mais aussi des citoyens? Bah, je pense que les citoyens, même s'il y a une espèce de paradoxe, hein, comme je le disais, aujourd'hui, la mort est quand même plus quelque chose de quotidien, enfin quelque chose qu'on voit. Pour beaucoup d'entre nous, quand on vit dans des grandes villes, etc., on meurt rarement chez soi, les appartements sont pas assez grands, on peut pas avoir de chambre médicalisée, la famille a beaucoup changé, hein, nos sociétés ont clairement changé. Donc la mort est moins visible qu'elle ne l'était dans le passé où on mourait dans la même maison, enfin tout ça a été des choses qui étaient extrêmement naturelles au final. Pour nous, c'est devenu beaucoup plus compliqué et ne serait-ce que d'envisager la mort pour certaines personnes, on voit que c'est d'une violence inouïe. Alors que oui, on peut se dire que quand on est l'absurdité de la vie, si on n'a pas de conviction religieuse, c'est dire oui, on est, mais tout ça c'est pour mourir. Ok, mais on peut aussi peut-être se dire que le temps qu'on vit, on peut le consacrer à faire des choses intéressantes et à profiter du moment présent, comme le proposent les bouddhistes. Et voilà. Mais on est aujourd'hui dans cette espèce de grand paradoxe qui fait que la mort, elle est quand même extrêmement éloignée. Et puis en même temps, la longévité qu'on avait aujourd'hui fait qu'aujourd'hui, on est confronté d'une autre manière à la mort et qui fait que donc, eh bien, la société a dû évoluer par la force des choses et par rapport à ce que chacune et chacun d'entre nous vit, parce qu'on ne vit pas dans une bulle les uns et les autres. On a tous des parents, des grands-parents, des proches, des amis qui ont vécu des morts douloureuses. Oui, mais le fait que finalement on accepte que d'autres décident à notre place, puisque c'est le cas actuellement et malheureusement depuis longtemps, qu'est-ce que, voilà, pour vous, comment est-ce que vous l'expliquez? Qu'est-ce que ça dit finalement de notre société?
Bah, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a été extrêmement passif face à tout ça. Et je pense que la lutte contre le sida a été un vrai révélateur qui a changé beaucoup de choses, d'ailleurs, dans toutes les pathologies, et pour les cancéreux notamment aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, et moi je me souviens quand mon père était malade, était presque à la fin de sa vie, il posait aucune question à son médecin. Son médecin lui disait il faut prendre tel traitement, et puis il prenait ses traitements. Mm. Aujourd'hui, on a beaucoup changé. C'est-à-dire que quand on vous donne un traitement, en plus, la première des choses qu'on va faire, c'est de rentrer chez soi et de regarder sur Internet. Alors, avec le pire et le meilleur parfois. Mais en tout cas, on n'est plus du tout dans cette situation de passivité qu'on avait face à nos soignants, on peut avoir aussi un accès aujourd'hui à une certaine science, parce qu'il peut y avoir le pire sur Internet, mais il y a aussi les informations. Quand on veut bien se renseigner, on va avoir ces informations. Et je pense que les gens aujourd'hui, ils vont privilégier plus la qualité de la vie que la quantité de vie. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, s'ils ont un cancer en phase terminale, est-ce que c'est utile de faire une quatrième chimiothérapie pour être malade jusqu'au bout? Est-ce qu'ils vont pas plutôt se dire, bah moi je préfère, enfin d'autres voudront aller dans cette chimiothérapie, voudront se convaincre des choses, mais beaucoup se disent aujourd'hui, eh bien, écoute, disent aux médecins, merci docteur, mais franchement, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ça va pas me guérir. Par contre, je vais être très malade, encore plus que ce que je le suis déjà parce que m'affecte ma maladie. Est-ce qu'il vaut mieux pas que je finisse plus tranquillement? Et donc, on est aujourd'hui face à beaucoup de gens qui sont vraiment devenus des actrices et des acteurs de leur santé. Et ça a considérablement changé. C'est pour ça que aujourd'hui, les politiques ont eux-mêmes évolué parce qu'ils vivent dans cette société, que la classe politique s'est rajeunie, qu'il y a aussi beaucoup plus de femmes. Hein, la parité a fait que, hormis au Parlement, même si ça a aussi quand même progressé au Parlement, il n'y a plus aujourd'hui une collectivité locale où la parité n'existe pas. Et on sait que les femmes ont un rapport à la vie quotidienne qui est totalement différent des hommes en général. D'abord parce que vous, en général, en tant que femme, vous vous occupez de la vie du début à la fin. C'est souvent les femmes qui font ça, même si les choses sont en train de changer dans notre société. Mais quelque part, tout ça a fait aussi, a participé à ces changements et à faire qu'aujourd'hui, on n'est plus des citoyens passifs face à un médecin et que quand un médecin vous dit je te donne ce traitement, c'est pour ton bien, bah, la plupart d'entre nous, on lui dit bah, c'est gentil de te préoccuper de mon bien, mais explique-moi pourquoi ça va être mon bien, quels vont être les effets positifs, quels vont être les effets secondaires. Et c'est là où les citoyens se disent, c'est là à moi de décider. Est-ce que j'estime que j'ai envie d'avoir ces effets secondaires ou pas? Et donc, je pense qu'il y a vraiment eu un changement et que si globalement, il y a encore du boulot, notamment, de toute façon, il y aura toujours une inégalité. Quand vous avez un médecin qui est debout, vous êtes allongé sur une table ou dans un lit, quand il vient vous voir dans votre chambre d'hôpital, il y a toujours ce rapport plus du sachant qui est en face. Sauf que le sachant en face, aujourd'hui, il a aussi des gens qui se prennent en charge, qui se renseignent, qui avancent. La lutte contre le sida a été quand même particulièrement forte, puisque au départ, il y avait des patients qui en savaient plus que leur propre médecin, puisque ils faisaient des recherches au début de cette maladie, de cette pandémie, et puis ils venaient expliquer, ils disaient ah là là, il y a tel traitement là-bas, il y a telle chose, et on voit que ça infusé dans la société. Et je vous le dis, l'exemple même où on le voyait avant, les associations de cancéreuses et de cancéreux, elles étaient toutes dirigées par des médecins. Ce qui était marrant parce que c'était l'essentiel. Aujourd'hui, c'est de plus en plus des citoyens qui prennent en charge eux-mêmes leurs associations et qui n'ont plus envie du paternalisme qu'avaient certains. Et d'ailleurs, je pense que les jeunes médecins, les nouveaux médecins sont aussi dans ce rapport enfin, plus égalitaire qu'il y a aujourd'hui dans la prise en charge d'une maladie et notamment évidemment des maladies très graves. Oui, donc c'est intéressant le rapport à la figure d'autorité, en l'occurrence Ouais. le médecin et à l'ordre établi de la médecine évolue, donc c'est plutôt encourageant. Vous prenez une loi qui déclinerait notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. En synthèse, quelle serait-elle? Bah, vous savez qu'on n'invente rien. Les pays qui nous entourent ont pour certains des lois depuis plus de 20 ans. Je pense à la Belgique et aux Pays-Bas. Copions-les. Ces lois, elles sont vraiment
dans cette devise républicaine, dans la laïcité qui est aussi importante, parce que je le dis, la laïcité, c'est reconnaître, chacun a le droit d'avoir des croyances, mais ces croyances ne peuvent pas s'imposer à tout le monde. Et en l'occurrence, on a eu plus des croyances sur ces questions-là qui se sont imposées jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut qu'on respecte toutes les consciences, c'est-à-dire la conscience de celles et ceux qui veulent mourir le plus tard possible, elles doivent être respectées. La conscience des soignants qui ne veulent pas accompagner, ils doivent être respectés, et évidemment la conscience de celles et ceux qui n'en peuvent plus, parce que comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans une république laïque, et rien ne nous oblige à devoir mourir le plus tard possible et dans la souffrance. Donc je crois que clairement, la loi belge, elle réunit plutôt ça. Une loi, vous savez, certains disent, ah, les lois, ben oui, mais les lois face à des situations comme celle-là, elles sont utiles, parce que la loi, c'est quoi? C'est pour protéger la personne la plus faible en général. Et en l'occurrence, quand on est très malade, ou quand on est ou dans la souffrance, ou quand on est en fin de vie, bien, on est quand même dans une position qui est pas facile. Et donc, il faut qu'on ait à ce moment-là une loi qui nous donne tous les éléments, qui nous mettent quelque part à égalité dans cette société et qui nous protège. Et donc voilà, c'est pour ça, je pense qu'il faut pas aller très loin et que les modèles qui existent autour de nous conviennent et qu'il faut s'en inspirer. Vous êtes confiant par rapport à ce qui est en train de sortir au niveau du projet de loi? Écoutez, j'étais pas très confiant quand le président de la République a fait ses annonces et a fait cette interview fleuve à Libération et à la Croix, puisque vous l'aviez évoqué dès le début, la condition qu'il avait posée de ce collège, plus de devoir être en gros dans l'agonie pour pouvoir bénéficier de la loi, sauf que on a vu qu'il a dû entendre les critiques qu'on a été un certain nombre à faire, puisque le projet de loi ne reprend plus son collège de médecins, qui aurait été quelque chose d'unique au monde, qui avait été en plus une idée qui avait été eue d'ailleurs pour l'avortement au départ, la première idée de loi des médecins qui, comme par hasard, étaient pour la plupart des hommes, avaient proposé que ce soit un collège de médecins qui accorde ou non aux femmes le droit d'avorter. Heureusement que cette idée saugrenue n'a pas fonctionné parce que vous imaginez, c'est aberrant. Autant aujourd'hui, il y a plus de peut-être autant ou plus de femmes médecins, mais en même temps, on ne va pas donner ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre que la personne concernée. Et bien là, il a compris. Et moi, ce que je pense, c'est que ce texte qui aujourd'hui ne convient pas va être amélioré par le Parlement. Et moi, j'ai très confiance dans les députés. Et d'ailleurs, plusieurs des députés, notamment de la majorité, c'est aussi important parce que c'est eux qui ont la majorité à l'Assemblée nationale, ont dit clairement qu'ils avaient l'intention de faire des améliorations. Et je peux vous dire, là, j'étais ces jours-ci encore beaucoup en province. Lundi, je faisais une réunion avec un député à Roquefort, pas très loin de Toulouse et d'Agen. Et ce député qui est de la majorité, qui est en plus médecin, disait clairement, oui, le texte qui est là aujourd'hui, il faut qu'on l'améliore et on va l'améliorer pour le rendre effectivement applicable et qu'il ne concerne pas seulement des gens qui sont dans l'agonie, ce qui est d'ailleurs le cas de la loi Leonetti aujourd'hui qui permet la sédation profonde et continue, mais sauf aux personnes qui vont agoniser. Alain Koch, que j'évoquais tout à l'heure, n'a pas pu en bénéficier. Donc on voit bien qu'il ne faut pas qu'on refasse encore une loi qui soit au milieu du gué. Et moi, je suis pas quelqu'un d'optimiste par principe, mais je pense que les députés, alors les sénateurs, ce sera la grande surprise, parce qu'on n'en sait rien aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais ils nous ont surpris avec la constitutionnalisation de l'IVG. Espérons qu'ils nous surprennent, puisque leurs femmes, leurs filles leur ont dit, écoute, tu vas quand même pas empêcher qu'on constitutionnalise ce droit qui en plus nous concerne. Bah, j'espère que leurs femmes, leurs filles, leurs enfants vont aussi leur dire, bah, tu peux être contre pour toi, il n'y a aucun souci. Tu verras, ceci dit, n'aie pas trop de conviction parce que là-dessus, il ne faut pas avoir de certitude. Hein. À la dernière minute, moi, à la dernière minute, je voudrais peut-être mourir le plus tard possible ou je voudrais peut-être, et c'est pour ça que je veux cette loi. Donc peut-être qu'on aura une bonne surprise, et quoi qu'il arrive, contrairement à la constitutionnalisation, il ne faut pas que les deux chambres votent en termes identiques, puisque l'Assemblée nationale aura le dernier mot, et qu'aujourd'hui, à l'Assemblée, on sait qu'on a une majorité, je dirais même assez écrasante de députés de toute tendance d'ailleurs, c'est ça aussi qui est intéressant, qui sont favorables à une loi en tout cas qui soit moins restrictive que celle qu'a proposée le président de la République. C'est encourageant. Pour finir cette interview, vous dites une société qui donne ce droit ultime, choisir sa mort, s'élève. Quelques mots de conclusion autour de cette promesse d'élévation. Bah, vous savez, quand on donne des droits nouveaux, c'est vous savez, quand on a donné la possibilité aux couples de même sexe de se marier,
On nous avait annoncé la fin de la civilisation, ça fait 11 ans que ça dure, il y a beaucoup plus d'amour, et quelque part, on le voit. Enfin, moi qui célèbre des mariages depuis longtemps, j'ai bien vu ce changement avec l'arrivée de ce mariage, et que globalement, c'était un droit qui était donné à une catégorie de la population qui ne l'avait pas, mais au final, tout le monde a profité de ce droit. Et ben là, c'est exactement la même chose, parce qu'en fait, c'est un droit nouveau qu'on donne euh, à chacune et à chacun d'entre nous de l'utiliser ou de pas l'utiliser. Et donc, on est dans une société qui respecte évidemment forcément plus les droits humains. Et je le dirais que pour la France, qui s'enorgueillit d'être la patrie des droits de l'homme, chez qui on a voté la Déclaration universelle des droits de l'homme il y a plus de 75 ans, qui est la patrie des Lumières, eh bien oui, elle s'élèvera en donnant ce droit à chacune et à chacun. Et je le dis d'autant plus que c'est quand même le droit ultime et que comme personne ne peut choisir sa naissance, au moins là, on va pouvoir enfin choisir les conditions et la manière de mourir, comme le dit si poétiquement Juliette, ce droit d'éteindre enfin la lumière quand les souffrances sont insupportables et que la vie n'est plus de la vie. Une belle conclusion. Le serment de Berne, de la mort solitaire à la mort solidaire, préfacé par Lynn Renaud aux éditions L'Archipel. Merci Jean-Luc Romero-Michel pour ce partage autour de l'ultime liberté, telle que vous la nommez, celle de choisir sa propre mort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Laurence Bali et sur Facebook à l'adresse Jusqu'à Nouvel Ordre. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.